Bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation et de m'offrir cette possibilité de vous exposer pendant une demi-heure à la fois les origines et les originalités du dispositif des organismes de foncier solidaire by Réel Solidaire. Donc origine où effectivement on aura l'occasion de faire un petit voyage, notamment en partant au départ des États-Unis, où est né le concept de Community Land Trust, donc qui effectivement a inspiré principalement la création des organismes de foncier solidaire. Originalité effectivement autour de la notion d'un accès durable au logement abordable grâce à ce dispositif, et également autour du concept d'immobilisation des subventions publiques à travers ce dispositif qui permet justement de créer un parc pérenne de logements abordables en accession sociale à la propriété. Et je reviendrai ensuite un petit peu en détail sur le cadre juridique quand même de ce nouveau dispositif, organisme de foncier solidaire, by Réel Solidaire. Il y a eu beaucoup de production législative, réglementaire, et c'est encore en cours parce qu'il y a la loi Elan qui, encore aujourd'hui, est en train d'ajuster un certain nombre de choses. Et enfin, je terminerai effectivement par une réflexion où j'ai mis du coup en conclusion cette question de Proudhon, qu'est-ce que la propriété, avec du coup une approche qui sera d'une certaine manière une forme d'introduction à la thèse que je vais soutenir en fin d'année, effectivement, sur le dispositif des Community Land Trust et des organismes de foncier solidaire, avec une réflexion qui se fonde finalement sur l'idée selon laquelle la propriété aujourd'hui, telle qu'on la conçoit en France, autour d'un droit absolu de propriété, c'est vraiment ce qu'on a dans le Code civil napoléonien, est en réalité une conception plutôt fictive du droit de propriété. Elle n'existe pas dans les faits, le droit de propriété n'est pas absolu, et qu'il y a d'autres manières d'appréhender la propriété, et qu'en réalité, justement, tout ce dispositif organisme de foncier solidaire, by Réel Solidaire, c'est une nouvelle manière de concevoir la propriété. Donc je vais introduire le concept notamment de régime de propriété, qui vient d'Elinor Ostrom, et avec cette idée aussi derrière que ça va nous permettre aussi de déconstruire certaines idées qu'on présente beaucoup à travers le dispositif organisme de foncier solidaire, notamment autour du concept de dissociation bâti-foncier. L'idée, ça va être d'essayer d'aller un petit peu au-delà, de questionner ce concept de dissociation bâti-foncier. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre... Oui, à rapprocher, pardon, effectivement. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre un petit peu les éléments de contexte au départ. Pourquoi justement développer de nouvelles formes de propriété ? C'est d'abord un constat autour de logements qui, depuis une vingtaine d'années, sont de façon structurelle de moins en moins abordables pour un certain nombre de raisons. Là, ce que je vous ai mis, c'est un graphique de Jacques Frigite, qui est un économiste qui travaille notamment au CGEDD et qui a développé une théorie quand même assez intéressante sur l'idée selon laquelle il y aurait eu des années 60 aux années 90 un tunnel qu'on a appelé le tunnel de Frigite, où en fait il y avait d'une certaine manière une adéquation entre le revenu des ménages et le prix des logements, et ce, quel que soit le territoire que l'on prend en considération, et qu'en fait à partir des années 90 on est sorti de ce tunnel historique, donc il parle d'une forme de normalité historique, qui a amené justement à une réflexion sur une nouvelle forme d'offre de logement abordable. Et ce qui est intéressant par rapport à votre territoire, c'est qu'effectivement, on voit que dans les années 90, on sort du tunnel pour le cas de Paris et de l'Île-de-France, mais qu'à partir des années 2000, il y a eu la fin de la crise immobilière qui nous a fait revenir dans le tunnel, mais après, à partir du début des années 2000, et ben en fait, l'ensemble des territoires français et même les territoires provinciaux, donc c'est ce qu'on voit dans la ligne bleue tout en bas, sont sortis de ce tunnel historique, et en fait on est d'une certaine manière, de façon structurelle, dans une forme de nouvelles périodes qui s'ouvrent où les logements, le prix des logements est moins en adéquation avec le revenu des ménages. Et donc ça, c'est une donnée structurante qui est très importante à avoir en considération. Un des facteurs explicatifs de cela, c'est notamment le changement de mode de financement de l'immobilier, où effectivement les prêts sont de plus en plus longs avec des taux qui sont plus bas, qui a contribué à augmenter le prix des logements. Mais il n'empêche que il y a aussi cette difficulté globale qui se pose aujourd'hui dans l'ensemble des territoires. Face à ce constat-là, on s'aperçoit que depuis le début des années 2000, en France, il y a eu quand même une réflexion tous azimuts
sur de nouvelles formes de propriété entre la location et l'accession, par-delà le logement social et la propriété privée. Et donc là, je vous ai mis sur un graphique différentes solutions qui ont été proposées pour faire du logement abordable. C'est ce qu'on appelle en fait des statuts intermédiaires d'occupation. Ce sont des statuts qui sont entre le statut de locataire occupant et le statut de propriétaire occupant, qui dépassent cette dichotomie traditionnelle que l'on trouve. Et donc pour vous dire qu'effectivement depuis 20 ans on a pensé quand même pas mal de choses, si on liste les choses, il y a l'usufruit locatif social, les coopératives d'habitants, le bail réel immobilier, la SCI d'accession progressive à la propriété, le bail réel solidaire, le prêt social location-accession. Tous ces dispositifs sont des choses nouvelles qui sont arrivées depuis le début des années 2000. On aurait aussi pu parler du pass foncier. Tout à l'heure, je discutais avec Pascal Masson qui réinterprète le pass foncier avec le COP foncier en région Bretagne, etc. On voit qu'il y a un ensemble de dispositifs aujourd'hui qui sont créés justement pour essayer d'enrayer cette problématique de logement devenu inabordable. Je les ai mis sur ce graphique-là en se disant qu'il y a des statuts qui quand même relèvent plus du statut de locataire, d'autres un peu plus du propriétaire, mais à chaque fois il y a des prérogatives qui sont distinctes, statut par statut, etc. Je ne vais pas tous les développer. L'idée, nous, aujourd'hui, c'est qu'on va travailler le statut du bail réel solidaire qui, effectivement, se rapproche un peu plus du statut de propriétaire quand on analyse les choses de façon dichotomique comme cela. Maintenant, le bail réel solidaire et l'organisme de foncier solidaire, comme je le disais en introduction, c'est un nouveau dispositif qui a été introduit depuis 2014 progressivement dans la législation française. On reviendra sur cette transposition. C'est à l'origine un concept effectivement qui a été imaginé aux États-Unis sous le nom de Community Land Trust, CLT. Et qui a été expérimenté donc aux États-Unis de façon successive dans la période des années 70-80. Première expérimentation qui avait vocation à permettre de favoriser l'accession au foncier agricole pour les paysans noirs qui étaient victimes de la ségrégation. Ça, c'était la première expérimentation qui a duré une dizaine d'années et qui s'est arrêtée. Et ensuite, le concept a été réinterprété dans les années 80 autour du logement abordable avec des premières expérimentation, et ensuite le dispositif a essaimé un peu partout aux États-Unis où à présent on compte 250 organismes de ce type-là qui sont notamment organisés dans un réseau qui s'appelle maintenant Ground Solutions. Ce concept-là, ensuite, il a été progressivement reconnu. Il y a eu une étape importante qui était en 2009, le prix mondial de l'habitat qui a été décerné au Champlain Housing Trust, donc je reviendrai un petit peu plus particulièrement sur cette expérience-là, et qui a permis, prix mondial de l'habitat, qui était notamment décerné en partie par les Nations Unies, donc cela a donné en fait une grande lumière, un grand coup de projecteur sur cette expérience-là. Et ensuite, à partir de ces années-là, fin des années 2000, ce concept-là s'est exporté aux États-Unis, diffusé dans un certain nombre de pays anglo-saxons, notamment les Royaumes-Unis, le Canada, et ensuite en Europe continentale. Donc effectivement, on parlera certainement un peu de la Belgique aujourd'hui aussi, la France, et puis il y a des initiatives européennes aujourd'hui de partage d'expériences et de retour d'expérience autour de ces dispositifs-là. J'ai mis la carte de la France maintenant pour vous dire comment ça accélère aujourd'hui la diffusion de ce dispositif. C'est que là, c'est une carte qui a été faite par le ministère au mois de mars. On dénombre déjà plus de 20 initiatives en France sur l'ensemble du territoire sur un dispositif qui a été créé de façon à peu près définitive. Enfin, les derniers décrets sont parus il y a un an. Donc en un an, plus de 20 initiatives qui sont en cours de développement. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Maintenant, je vais revenir sur le cœur du concept. Je vous ai parlé de la diffusion, mais le cœur du concept, c'est effectivement l'idée de pouvoir développer une offre de logement durablement abordable à travers un mécanisme que l'on présente souvent comme relevant de la dissociation bâti-foncier. Je vais essayer de déconstruire un petit peu ça. Dissociation bâti-foncier parce qu'en fait, on dit classiquement que l'organisme de foncier solidaire est propriétaire du foncier. Et que le ménage qui achète un logement qui va rester abordable achète uniquement la propriété bâtie. Et donc effectivement, c'est en expliquant ça qu'on permet déjà d'expliquer pourquoi
on arrive à baisser le coût du logement, c'est parce qu'en fait, on sort la charge foncière, on sort le coût du foncier. Et effectivement, dans les zones très tendues, vous prenez une zone comme Paris, un bilan promoteur, en général, le coût du foncier, il monte à 45-50% du prix du logement. Et donc, on se dit, si on le retire, effectivement, c'est déjà ça de gagner. Ça, c'est une première manière de présenter les choses. Mais surtout, l'atout principal de ce dispositif, c'est qu'en fait, il repose sur une pérennisation des efforts publics qui sont consentis dans l'offre de logements durablement abordables, à travers en fait un mécanisme qui repose sur un nouveau bail de longue durée, le bail réel solidaire, qui permet effectivement de consentir des droits aux preneurs pendant une durée de 99 ans qui est rechargeable, mais surtout qui permet en fait de contrôler l'affectation du bien. Et ce contrôle de l'affectation, il passe notamment par la mise en œuvre d'une formule de revente qui contrôle le prix de revente de génération en génération. À chaque fois qu'il y a une succession, une donation, une revente, le prix est contrôlé et donc justement cela permet d'avoir un mécanisme antispéculatif dans la durée. Et ça, c'est la grande innovation du dispositif, parce que jusqu'à présent, quand on est dans un régime de droit de propriété privé classique, à la française, les clauses antispéculatives qui étaient possibles de mettre dans les actes de vente étaient limitées généralement à une durée de 10 à 15 ans. Et donc ensuite, la clause antispéculative s'éteignait, voire parfois était contournée par un certain nombre de stratégies que pouvaient développer des ménages, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, le premier ménage qui entre dans les lieux et achète le logement aidé est le seul en réalité à bénéficier de l'aide publique mobilisée, mise sur la table. Et le ménage suivant rachète le logement au prix du marché. Du coup, le ménage vendeur empoche toute la plus-value et les aides publiques qui ont été mobilisées. Donc ça, c'était dans le système d'avant. Et des dispositifs comme le PSLA, par exemple, ne permettaient pas justement de remédier à cela. Avec un dispositif de type organisme foncier solidaire, bail réel solidaire, on a justement un nouveau régime de propriété qui permet de sécuriser juridiquement le contrôle du prix de revente. Mais c'est pas que ça, c'est aussi le contrôle des conditions d'occupation. Par exemple, il y a est-ce qu'on peut sous-louer ce logement ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre en location? Sous quelles conditions? Quel plafond de ressources, etc. Et il y a aussi le contrôle d'affectation en termes de travaux, quels travaux on peut faire ou pas, etc., etc. Une fois qu'on a dit tout ça, on voit effectivement en quoi ce dispositif est innovant, en quoi il parle beaucoup aux politiques publiques, c'est-à-dire que les politiques publiques sont, notamment au niveau local, les premières à mettre de l'argent sur la table pour justement réduire le coût du logement initialement, donc de différentes formes, soit avec des subventions, soit avec une maîtrise du foncier, etc. Et que donc avec un tel système, une fois qu'on met 1 euro dans l'organisme de foncier solidaire, c'est cet euro qui est en fait pérennisé et démultiplié, son effet est démultiplié dans le temps et on n'a plus besoin de réinvestir dans un panier qui jusqu'à présent était d'une certaine manière un peu un panier percé. Voilà. Maintenant, je vais retourner un petit peu aux États-Unis pour vous présenter effectivement l'expérience phare du Champlain Housing Trust, qui a été l'expérience distinguée par le Prix mondial de l'habitat des Nations Unies. Donc une expérience qui a été effectivement créée en 1984 dans l'État du Vermont, donc c'est l'État qui est tout au nord-est à la frontière avec le Canada. Pas très loin finalement de Montréal, c'est vraiment juste de l'autre côté du lac Champlain. C'est intéressant aussi, c'est que c'est un organisme qui a été créé en 84, qui a fusionné en 2006 avec en fait l'organisme HLM local, concrètement, c'était pas autre chose. Et donc du coup, on a aujourd'hui un organisme qui a cette double casquette de proposer 1800 logements locatifs sociaux et 500 logements en accession durablement abordable. Je reviendrai sur cette complémentarité éventuelle entre organismes HLM et organismes de foncier solidaire. Il y a des choses aujourd'hui qui bougent encore dans la loi Elan, mais donc c'est important de le garder en perspective. J'ai mis la photo, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, c'est de notre ami Bernie Sanders. Voilà, à l'époque, il ressemblait à ça quand il a créé le Community Land Trust de Burlington, parce qu'il était maire de Burlington. Ensuite, il est devenu sénateur. Et donc, en fait, c'est l'un des premiers à vraiment s'être investi sur ce sujet-là et à soutenir, avec un soutien public fort, ce type d'initiative. Voilà.
Là, je vous ai mis aussi une annonce, un exemple d'annonce quand même, comment aujourd'hui concrètement se vend un logement en CLT. Il y aura peut-être dans les expériences lilloises ou autres, peut-être des annonces aussi, je ne sais pas comment ça a été totalement vendu aujourd'hui, mais donc j'ai envie de dire, oui, c'est un logement classique, voilà, une maison. Là, on est dans la banlieue de Burlington. Qu'est-ce qui est présenté? Le prix d'achat. Là, en l'occurrence, 133 000 $. À côté, il y a le prix de marché, la market value, donc 196 000 $. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent le CHT Investment. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait en fait la part foncière. Mais en fait, c'est déjà intéressant de voir que eux, ils ne parlent même plus de part foncière. En fait, ils parlent d'investissement du CLT. Et donc là, qui est à hauteur de 63 000 $. Donc en fait, c'est l'argent qu'ils ont investi justement pour faire baisser au départ le prix du logement. Et puis ensuite, il y a, alors nous, ce qu'on appelle aujourd'hui la redevance foncière, mais eux, ils l'ont renommé en fait frais d'adhésion au CLT, qui est de 263 $ par mois, donc ce qui est quand même pas négligeable en termes de redevance, etc. Et qui donc est une participation à justement ce CLT. Vous voyez également qu'il y a des conditions de revenus, parce qu'effectivement, on est sur un dispositif qui a une vocation sociale, donc il n'est pas ouvert à tout le monde, et donc il y a des plafonds de ressources de façon très classique, selon la typologie des ménages. Vous pourrez peut-être être un peu étonné par le niveau des plafonds de ressources, c'est qu'en fait aux États-Unis, ils ont une échelle de salaire qui est quand même beaucoup plus ample que ce que l'on a nous en France, où l'échelle de salaire est beaucoup plus serrée d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les plafonds de ressources sont calculés à un niveau de 80% du revenu médian local. Donc en fait, c'est finalement un plafond de ressources qui est quand même plutôt très abordable, parce qu'en fait c'est très très bas, parce qu'en fait c'est moins de 50% de la population qui est éligible à ce type de dispositif. Pour faire une petite comparaison par rapport au plafond de ressources que l'on a en France, c'est plutôt de l'ordre de 70% de la population qui est éligible. Donc on n'est quand même pas tout à fait sur le même public. Mais on y reviendra, ça explique certaines choses. Le grand argument qui est avancé, qui a permis justement d'avoir notamment le prix mondial de l'habitat pour cette expérience, c'est effectivement le fait d'avoir une dépense publique qui est plus optimale grâce justement à l'immobilisation des subventions. Là, ils ont fait une étude qui a montré qu'en gros, avec 2 millions de dollars investis, ils ont pu aider 357 ménages à accéder à la propriété grâce à ce système sur une durée de 20 ans. S'ils ne l'avaient pas fait avec ce système, et le système classique sans clause antispéculative, ils n'auraient pu aider que 152 ménages. Donc là, on voit tout de suite l'effet levier que ça peut avoir. Et pareil, ensuite, ils ont fait le calcul à l'envers. C'était pour aider 357 ménages à devenir propriétaires. Le système CLT ne nécessite que 2 millions de dollars. Et là, avec le système ancien sans clause antispéculative, c'est 10 millions de dollars qu'ils auraient dû mettre sur la table, parce qu'à chaque fois, on doit réinvestir de l'argent public. Et deuxième graphique concernant cette expérience, c'était aussi d'illustrer le fait que le CLT de Burlington parvenait sur toute la période allant de la fin des années 80 à la fin des années 2000, donc sur 20 ans, de rester toujours avec une offre de prix qui reste abordable pour le ménage cible qu'ils ont au niveau des plafonds de ressources. Parce que quand bien même il y a ces clauses antispéculatives, on aurait pu imaginer qu'il y ait une inadéquation entre revenus des ménages cibles et prix des logements. Et à travers ce graphique, on voit effectivement en rouge, c'est le prix des logements sur le marché privé tel qu'il a augmenté dans les environs de Burlington sur la période 88-2008. Et donc notamment avec une forte croissance des prix qu'on retrouve à partir des années 2000, comme je l'avais montré dans la première slide. Tout en bleu, c'est le revenu des ménages cibles, 80% du revenu médian. On voit que lui, par contre, n'a pas tout à fait suivi la même courbe. Et en jaune, c'est le prix des logements. En jaune, c'est la capacité d'emprunt des ménages cibles. Et en vert, c'est le prix des logements proposés par le CLT de Burlington. Et donc, on s'aperçoit que, à part en 1992 où il y a eu un petit risque d'inadéquation, on n'était pas très loin, globalement, à chaque fois, le CLT de Burlington réussissait à proposer des prix qui étaient abordables pour les ménages cibles qu'il visait. Maintenant, on va revenir en France, donc pour présenter le dispositif dans son volet juridique. Là, on a ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'il y a eu 3 années de travail intense
sur l'élaboration de ce nouveau dispositif à travers donc la création notamment dans la loi Allure avec un amendement d'Audrey Linkenheld, donc députée du Nord, qui a créé donc l'organisme de foncier solidaire, donc qui est un nouvel organisme donc à but non lucratif pour le moment, mais il y a des amendements dans la loi Elan qui sont en train de faire peut-être bouger les choses. On y reviendra. Et qui est en fait cette structure qui a vocation à acquérir du foncier bâti ou non, donc c'est-à-dire qu'on peut acheter du foncier nu, mais aussi des logements directement. Qui est une personne morale de droit public ou de droit privé. Donc concrètement, quand on parle d'organisme à but non lucratif, ça peut considérer, ça peut toucher différentes formes de personnalité morale et juridique, les fondations, les associations, les fonds de dotation. Et puis, on pourra parler, je pense que Pascal Masson pourra y revenir sur les formes coopératives, mais qui jusqu'à présent ont été créées dans une dimension effectivement non lucrative, parce que les coopératives peuvent avoir aussi une lucrativité limitée. Voilà, donc ça c'est plutôt cette dimension portée par la Fédération des coopératives HLM qui souhaite aussi utiliser ce dispositif coopératif pour créer des organismes de foncier solidaires. Et puis ensuite, il y a aussi donc des personnes de droit public. Donc on peut imaginer, sous certaines conditions éventuellement, qu'un établissement public foncier local, par exemple, puisse aussi être agréé organisme de foncier solidaire. Voilà, donc ça c'est la première partie de l'édifice, donc qui a été introduit en 2014, qui a été précisé ensuite par un décret en 2017. Avec un certain nombre de choses sur les statuts, le contenu du dossier d'agrément. Donc là aussi, c'est important de se dire qu'en fait, un organisme de foncier solidaire, c'est pas un statut, c'est un agrément. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une structure qu'on va agréer, qui existe déjà. Voilà. Et ensuite, le deuxième outil, mais en fait, c'est lui le principal outil, là où il y avait une vraie innovation juridique là-dedans, c'est surtout dans le bail réel solidaire, donc qui a été introduit au départ dans la loi Macron, ensuite à travers une ordonnance du 20 juillet 2016 et qui a après été précisée dans un certain nombre de décrets d'application. Et donc là, il faut retenir concrètement 3 innovations majeures par rapport à ce bail réel solidaire, par rapport à d'autres baux de longue durée qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, des baux de longue durée, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau. On a bail amphithéotique, le BEA, etc. Il y a déjà un certain nombre d'outils qui existent. Mais là, on avait besoin d'aller un petit peu plus loin pour justement transposer le dispositif CLT. Un bail réel solidaire donc, qui d'abord introduit une formule de prix. Donc ça, c'est le premier élément très important pour permettre justement le contrôle du prix de revente à chaque mutation. Ça, c'est un premier élément très important. Deuxième élément, là c'est un petit peu technique, c'est la prorogation du bail, c'est-à-dire qu'on est sur un bail d'une durée de 99 ans, certes, ça c'est pour rester dans le cadre des baux de longue durée et tous les enjeux de constitutionnalité qu'il y a derrière, mais avec une spécificité, c'est que c'est un bail qui est prorogeable, rechargeable à chaque mutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ménage, j'achète un logement avec un bail réel solidaire sur une durée de 99 ans. Je revends par exemple 20 ans plus tard, eh bien le bail, il est automatiquement prorogé dès lors que le nouveau ménage est agréé, d'une durée à nouveau de 99 ans. Et donc en fait, dans les faits, on arrive à un dispositif qui permet justement de porter le régime de propriété au-delà de la limite habituelle des 99 ans. Si on n'avait pas ça, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ménage n'aurait pas pu justement rester propriétaire au terme de 99 ans parce qu'on n'a pas le droit de renouveler tacitement les baux, etc. Donc, d'une certaine manière, il n'avait plus de droit à la fin du bail. Et dernier aspect, bail réductible. Au départ, on espérait, mais il y a eu des petits changements de dernière minute qui posent quelques difficultés opérationnelles, mais je laisserai plutôt les acteurs qui s'en saisissent revenir sur ce sujet-là. Ça devait être un bail divisible, finalement c'est devenu un bail réductible. L'idée, c'est de permettre quand même de pouvoir individualiser la propriété dans notamment le cadre d'une copropriété, mais c'est pas sans poser quelques difficultés, mais qui semblent pas non plus totalement insurmontables aujourd'hui. Les choses ensuite ont été précisées, je l'ai dit, par un certain nombre de décrets et par un certain nombre de lois qui ont complété les choses. Il y a la loi de finances rectificative 2016 notamment qui a introduit tout un
tas d'avantages fiscaux de politique nationale pour favoriser l'essor du dispositif OFS-BRS. Donc il y a notamment, en gros l'idée c'était de s'aligner à peu près sur les mêmes avantages que le dispositif du prêt social location-accession. La TVA à taux réduit à 5,5%, l'abattement de 30% de la taxe foncière en cas de délibération de la collectivité locale, donc ce qui n'est pas neutre, et sans compensation de l'État, bien évidemment. Et le prêt à taux zéro également qui est éligible pour les titulaires d'un bail réel solidaire qui respecte bien évidemment les plafonds de ressources du prêt à taux zéro. Et aussi, il y avait un sujet concernant les droits de mutation, étant donné qu'on est sur un dispositif qui démembre la propriété. Il y avait en fait 2 passages dans les droits de mutation. Donc l'idée, c'était de ne pas alourdir inutilement par de la fiscalité. Donc il n'y a que des droits de mutation sur une seule étape de la vente en bail réel solidaire, pour le faire très simplement. Ensuite, la loi égalité-citoyenneté qui a été adoptée et qui prévoit un certain nombre de choses pour faciliter l'intervention des organismes HLM dans le soutien à la constitution d'organismes de foncier solidaire. Et puis, il y a aussi les modalités d'application qui ont été précisées par décret, donc les plafonds de ressources qui sont ceux du prêt social location-accession, plafond de ressources du PLUS logement social quand on est en location. Et en termes de formule de revente, il y a une liberté de choix de l'OFS en contrepartie de plafonds de ressources qui sont définis au niveau national. Je m'aperçois qu'en fait, on n'a pas mis, je crois, la dernière version, mais c'est pas grave, totalement à jour de ce que j'avais envoyé, mais c'est pas grave. Je précise juste que du coup, la loi Elan est en train d'apporter quelques précisions, modifications, qui sont aujourd'hui en cours de discussion. Il y a des amendements adoptés en première lecture, le seront-ils en seconde, etc. On verra. Concrètement, pour résumer les choses, il y a 3 sujets qui sont principalement discutés aujourd'hui. Le premier sujet, c'est l'ouverture des organismes de foncier solidaire à des organismes qui ne seraient plus seulement non lucratifs, mais des organismes aussi à lucrativité limitée. Donc petite distinction qui permettrait, donc aujourd'hui c'est un amendement qui a été adopté en première lecture, qui permettrait en fait à des ESH, des SA d'HLM, donc en gros des organismes de HLM de familles plutôt privées, de pouvoir notamment être agréés directement organismes de foncier solidaire. Et pareil pour les SEM ou les coopératives, ce sont des organismes qui sont à lucrativité limitée, qui pourraient être concernés par cette disposition. Là-dessus, je pense qu'il y a un point de vigilance quand même à avoir, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui avait été discuté au tout début de la création du dispositif. Est-ce qu'il fallait que ça soit à but non lucratif ou lucrativité limitée ? Aujourd'hui, on peut se dire que, voilà, vu que ce sont des organismes qui, par ailleurs, les SEM, les coopératives, les organismes SA d'HLM, sont quand même sous contrôle de l'État, il n'y a pas de risque majeur d'un dévoiement du système, mais il faudrait quand même aussi veiller à ce que ça ne soit pas une porte ouverte, voilà, à d'autres formes plus lucratives, on va dire, d'organisation de ces organismes de foncier solidaire. Deuxième point à retenir aussi dans les discussions, pour le moment, il y a eu des amendements déposés, mais ils n'ont pas été adoptés. C'est l'idée selon laquelle l'offre en bail réel solidaire pourrait rentrer dans le quota des logements sociaux, loi SRU. Alors ça, c'est une vraie question. Jusqu'à présent, l'accession sociale à la propriété ne rentrait pas dans ces quotas-là, pour une raison qui était assez simple, c'est que justement cette accession sociale à la propriété en PSLA, etc., n'était pas pérenne. Et donc le logement locatif social, par définition, c'est du pérenne. Donc là, on n'était pas dans les clous. Avec effectivement ce nouveau dispositif, la question peut être ouverte, et en tout cas, elle est posée visiblement par des députés. Troisième sujet qui est sur la table, c'est préciser un certain nombre de choses concernant le rachat de la propriété par l'organisme de foncier solidaire, quand il y a le refus d'agrément d'un ménage, par exemple, ou aussi la compatibilité entre le régime de l'organisme de foncier solidaire et le régime de copropriété. Donc là, je vous avais dit qu'il y avait aujourd'hui quelques difficultés qui ne semblent pas insurmontables pour justement rendre tout cela opérationnel, mais il y a encore quelques ajustements à prévoir, et donc des amendements ont été également déposés dans ce sens. Pardon.
Pour conclure, j'ai pas du tout regardé ma montre. Écoutez, c'est parfait, Vincent. Je vais vous encourager à abréver vos propos. Fort intéressant. C'était quelques réflexions un peu plus théoriques, justement, je vous l'avais promis, sur la notion de propriété par rapport aux organismes de foncier solidaire. En fait, une des problématiques que je développe dans ma thèse, c'est justement de savoir en quoi ce dispositif nous permet aujourd'hui peut-être de rénover un peu notre conception française de la propriété. Il y a Jean-Pascal Chazal, qui est un prof de droit à Sciences Po, qui a écrit un long article, mais très très bien argumenté, qui justement faisait la démonstration qu'en France, on était dans ce qu'il appelle un sommeil dogmatique de la doctrine française depuis plus de 2 siècles sur la conception de la propriété, c'est-à-dire que les juristes concrètement ne se sont pas beaucoup intéressés à la conception de la propriété. Lui, il le dénonce et notamment, il montre qu'en fait, on est aujourd'hui piégé un petit peu intellectuellement dans 2 conceptions que l'on a, soit la conception moderne civiliste de la propriété comme un droit absolu, je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment celle qu'on a aujourd'hui dans le Code civil 1804, Napoléon. La propriété est définie comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. C'est vraiment le caractère absolu qui est mis en avant et qui en fait a été introduit à l'encontre d'une autre tradition qui était celle de la tradition d'un droit pluriel de propriété autour du triptyque romaniste usus, fructus, abus. L'idée là-dedans, c'est qu'en fait, ces 2 conceptions de la propriété, d'une certaine manière, ne sont pas totalement satisfaisantes et ne permettent pas en réalité de penser dans toute la complexité ce qu'est la propriété. Il y a une tradition anglo-saxonne, là aussi on refait un petit détour, désolé, mais où eux ils ont travaillé un peu plus le terme de propriété à travers la conception de la propriété comme faisceau de droit. En fait, l'idée c'est de dire que la propriété n'est pas un droit, c'est un ensemble de droits qui est rattaché à la propriété et que ces droits ne sont absolument pas absolus parce qu'en réalité ils sont une création d'une souveraineté et dans nos sociétés modernes, concrètement, c'est l'État qui crée les droits de propriété. Et donc, d'une société à une autre, d'un bien à un autre, d'une époque à une autre, les droits de propriété peuvent évoluer et justement se réinterpréter de différentes manières, de différentes régulations possibles. On peut prendre rapidement quelques exemples concernant par exemple au niveau des collectivités locales. Vous savez très bien que le PLU définit notamment les droits à construire d'une parcelle à une autre, etc. Et bien c'est justement une des démonstrations que le droit de propriété est une émanation de l'État, de la collectivité locale. Le droit de propriété n'est pas non plus le même suivant que le pays dans lequel on est. Certains locataires d'un logement social dans l'ex-Union soviétique avaient peut-être parfois plus de droits de propriété que ce qu'on peut trouver dans certains pays anglo-saxons. Et donc, ça laisse songeur. Du coup, moi j'ai travaillé, et donc là je vous présente ça un petit peu en avant-première par rapport à ce que je vais présenter en fin d'année sur ma thèse. La notion justement de faisceau de droit adapté à la propriété immobilière en m'inspirant des travaux d'Elinor Ostrom, qui est une économiste institutionnaliste qui a travaillé au départ sur les régimes de propriété dans les ressources communes. Et donc moi en fait je travaille à l'adaptation de son cadre d'analyse et où en fait elle identifie un certain nombre de droits liés à l'exploitation des ressources naturelles, donc comme la gestion d'un lac, l'exploitation d'une forêt, etc. Et donc concrètement, elle identifie 5 droits principalement: droit d'accès, droit de prélèvement, droit de gestion, droit d'exclusion, droit d'aliénation d'une ressource naturelle. Moi, je l'ai adapté à un cadre qui est celui de la propriété immobilière, et en disant qu'en fait, dans la propriété privée, effectivement, le propriétaire individuel a ces 5 droits d'accès, de prélèvement, de gestion, d'exclusion et d'aliénation. Il y a un dernier droit qui est un privilège public d'une certaine manière, c'est le droit de préemption, qui lui aussi est un droit en fait qui vient d'une certaine manière limiter le droit de propriété. Et ces 5 premiers droits, accès, prélèvement, gestion, exclusion, aliénation, en réalité ne sont pas tout à fait les mêmes, encore une fois, d'un pays à un autre. Ils peuvent prendre des formes très différentes, etc. Et ensuite, concrètement, à mon sens, ce qu'est un organisme de foncier solidaire et le dispositif du bail réel solidaire, c'est pas tellement une dissociation qui serait physique, entre propriété foncière et propriété immobilière. Quand on est dans cette grille de lecture-là, en fait, on est dans la grille de lecture du droit absolu. C'est en fait l'organisme de foncier solidaire est propriétaire absolument du foncier, le ménage est propriétaire absolument du bâti, et donc c'est parce qu'on est dans cette logique-là qu'on pense le concept en termes de dissociation bâti-foncier.
Là, l'idée, l'invitation, c'est d'essayer de dépasser cette conception-là, de plus être sur quelque chose de tellement physique, mais en réalité d'être sur une répartition des droits qui est différente, où en fait on peut distinguer deux catégories de droits, des droits qui sont opérationnels, en gros qui sont les droits individuels des ménages, quand ils sont titulaires d'un bail réel solidaire. Ils ont le droit d'accès, donc c'est-à-dire en gros le droit d'usage du logement, certes, voilà. Et ensuite ils ont un droit de prélèvement particulier, qui est en fait le droit de prélèvement d'une partie de la rente foncière, c'est justement la plus-value limitée, d'une part, et c'est aussi la possibilité de louer, dans certaines conditions, du logement locatif social PLUS, le logement qu'ils occupent. Voilà. Et après, il y a des droits qui relèvent des choix collectifs et qui sont justement organisés par l'organisme de foncier solidaire, et du coup c'est pour ça que ça pose en dernière instance la question de la gouvernance de l'organisme de foncier solidaire. C'est justement les droits de gestion, d'exclusion, d'aliénation et de préemption, parce qu'effectivement, l'organisme de foncier solidaire, quand il cède des droits à travers un bail réel solidaire, il a aussi la possibilité de les racheter à travers le droit de préemption. Voilà. Et donc, en fait, on est sur un régime de propriété qui est entre le régime de propriété publique et privée, qu'on pourrait qualifier, là je l'ai mis en point d'interrogation, mais aussi à la Ostrom, de régime de propriété commune, d'une certaine manière, avec une organisation collective, une répartition des droits particulière, et une gouvernance aussi qui est spécifique. Maintenant, je vais laisser la parole à la table ronde. Si vous faites cette transition, c'est parfait, Vincent. Après voilà. Je voulais juste très complet conclure sur une dernière chose. Voilà, c'est au niveau des... Vous le verrez avec les intervenants, certainement, ils reviendront justement sur la question de la gouvernance. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la plupart des initiatives qui sont portées, on est sur des organismes qui ont une gouvernance qui est à la fois en partie publique, en partie privée, parfois aussi la place des habitants qui est conservée dedans. Il y a une grande tradition anglo-saxonne là-dessus, sur la place des habitants, et je pense que quand on voit justement la répartition des droits, se dire que les habitants doivent être aussi représentés dans l'organisme de foncier solidaire pour avoir un droit au chapitre dans la définition des choix collectifs de cet organisme, c'est pas tout à fait neutre. Mais donc, voilà, je laisse maintenant la place aux différents intervenants qui pourront présenter justement la gouvernance aussi de leurs premières expérimentations, et puis aussi toutes les questions, les difficultés que pose l'expérimentation d'un nouveau régime de propriété introduit récemment dans la législation française. Merci Vincent pour ce brillant exposé. Et effectivement, on peut l'applaudir.